Savais-tu que c'est possible de voyager et travailler au Chili? Je me présente, Safia de Nomad Junkies, et aujourd'hui, on parle du permis vacances-travail, un programme d'Expérience internationale Canada, qui est un programme du gouvernement du Canada. Et aujourd'hui, on parle justement de ça avec notre invitée, Geneviève Latour. Bonjour Geneviève! Allô! Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi. Oui, Geneviève, t'as toi-même fait un permis vacances-travail au Chili. Raconte-nous ton expérience. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, c'était pas mon premier permis vacances-travail. J'avais fait quelques petits voyages un petit peu partout. J'ai passé 1 an au Japon à faire de l'enseignement, justement, un petit peu différent du Chili. Mais j'ai eu une opportunité d'aller au Chili. J'ai créé une relation avec une compagnie qui, justement, aide les jeunes Canadiens à faire des permis vacances-travail à l'étranger. Puis je faisais un petit peu de rédaction, un petit peu d'écriture. Donc, j'ai commencé à faire de l'écriture pour eux. Puis en échange, j'ai joué les guinea pigs pour leur programme au Chili. Donc, ils m'ont envoyé tester des programmes là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé mon programme vacances-travail au Chili. Wow! T'es resté là-bas combien de temps? Environ 6 mois. C'était pas le plus long de mes aventures, mais je trouve que c'était quand même un bon moment. J'ai quand même découvert pas pire avec tout ça. En gros, là, pour les gens qui savent pas c'est quoi un permis vacances-travail, c'est un programme d'Expérience internationale Canada, puis c'est un programme du gouvernement du Canada qui permet aux Canadiens âgés de 18 à 35 ans de partir voyager et travailler légalement dans environ 30 pays dans le monde. Donc, c'est vraiment une belle façon là, de voyager tout en travaillant, comme t'as fait Geneviève. Et dis-moi, comment est-ce que ton entourage a perçu ta décision de partir voyager et travailler comme ça au Chili? Ouais, ben comme j'ai dit, c'était pas la première fois, donc personne n'était surpris. Ça a l'air que quand tu commences avec un genre de voyage comme ça arrive que t'en fais plus qu'un si t'as l'opportunité. Donc, je pense que personne n'était surpris, mais c'était vraiment un changement d'aller au Chili, justement. Tu sais, si on voit ça dans notre entourage, il y a beaucoup de gens qui vont aller être profs d'anglais en Corée ou dans des pays un petit peu plus communs. Puis le Chili est pas encore rendu là sur la liste. Fait que je pense que les gens étaient plutôt surpris. Mais c'est justement pour ça que je voulais y aller aussi. J'aime ça un petit peu sortir des sentiers battus puis faire quelque chose de différent. Donc, ça m'excitait vraiment d'aller là-bas. Pas faire comme tout le monde qui sont allés en Australie comme moi. Je l'ai fait aussi. Voilà, c'est la destination typique. Donc, toi, tu voulais vraiment être moins conventionnel puis essayer avec le Chili. Et c'est quoi les premières choses que tu as faites quand tu es arrivé au Chili? Une fois que tu as déménagé là-bas, là, tu es arrivé, c'est quoi les premières choses que tu as faites? J'ai eu un parcours un petit peu pas normal côté Chili. D'habitude, les gens iraient plus à Santiago dès le début, qui est la capitale, c'est une métropole. Moi, avec le programme que je faisais avec Step Abroad pour faire de la rédaction puis tout ça, je suis allée directement à Chiloé. Personne ne sait c'est quoi, Chiloé. Dans le fond, c'est une petite île qui est tellement au sud du Chili qu'il fait vraiment froid, genre. Il y a des pingouins puis il y a tout ça, là. Comme on s'en va pas dans les tropiques, là. On va enlever ça dans la tête. Donc, moi, je suis allée directement là-bas. C'est une petite île. Il y a pas une super grande population. Personne parle anglais, on va s'entendre. Donc, c'était un bon cours 101 en espagnol local. Puis, dans le fond, tout ce que j'ai fait quand je suis arrivée là-bas, c'est que j'ai vraiment essayé de découvrir l'île. C'est la première chose que j'ai fait. Mon but numéro 1, c'était de savoir où je m'en allais puis de pas me perdre pour aller faire mon épicerie, genre. Il y avait déjà entendu parler de cette île-là, justement, avant. Non, ouais, comme j'ai dit, sentier pas battu. J'étais prête à aller faire ça. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comme avis à tout le monde, je ne recommande pas de passer des mois à Chiloé. C'est une petite île, c'est très intense. Fait que j'ai fait 3 mois sur Chiloé puis 3 mois à Santiago. Fait que, tu sais, ce que j'ai fait quand je suis arrivée sur l'île puis ce que j'ai fait quand je suis arrivée en île était un peu différent. Quand j'étais rendue en ville à Santiago, une des premières choses que j'ai fait, que je suggère à 100%, ça s'appelle des free walking tours. Donc, c'est des tournées à pied qui sont gratuites. Pas gratuit, il faut que tu tipes à la fin, mais puis dans le fond, c'est une super bonne façon de découvrir une ville. Puis après ça, tu sais un peu où sont les endroits clés dans la ville. Puis tu sais l'histoire aussi. Comme Santiago, c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup d'histoire. Puis c'est quand même cool de se promener puis de faire comme « Ah, OK, c'est là qu'il y a un événement comme culturel important. » Genre, c'est pas juste un coin de rue que t'as vu sur ton chemin. Comme, tu sais, après ça, quand je rencontrais des gens puis qu'on allait se promener à Santiago, je peux faire comme « Ah, savais-tu qu'à tel endroit, il y a ça qui s'est passé puis t'as l'air vraiment cool. » Fun fact, Geneviève. Oui, moi.
c'est vraiment bien ça. Puis au niveau logement, comment ça a fonctionné? Parce que là, tu as fait 3 mois sur l'île, 3 mois à Santiago. Donc, ça ressemblait à quoi? Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton logement? Dans ce cas-là, c'est différent de mes expériences passées, tu sais, au Japon, en Australie, puis tout ça, où j'ai trouvé mon propre logement. Cette fois-ci, je travaillais dans des hôtels. Puis souvent, quand tu travailles dans un hôtel, pas tout le temps, souvent, t'as un logement d'inclus avec ton travail, fait que ça coupe un petit peu ton salaire, mais t'as pas besoin de penser au logement, c'est fait. Donc, dans ces deux cas-là, je restais à l'hôtel, techniquement, genre, j'avais ma propre chambre, là. Donc, ouais, je restais pas dans une chambre ouais, le staff est quand même plein de monde, là, tu fais pas ça pendant que tu travailles longtemps, c'est pas super plaisant. Mais c'est ça, fait que je restais à l'hôtel, donc c'était zéro stress côté se trouver du logement, puis c'est pas loin se rendre au travail le matin. OK, donc les conditions d'hébergement pour toi étaient très bien là dans ce contexte. Ouais. Ah, c'est vraiment cool ça. Puis comment t'as trouvé te faire des amis ou de bâtir ton réseau social, si tu veux, dans un pays où tu débarques et tu connais absolument personne? Ouais, c'est sûr que c'est tout le temps un petit peu un challenge, surtout dans un pays où l'anglais est pas la langue première. Comme ça, en Australie, c'est un petit peu plus facile, tu comprends quand les gens parlent. Mais au Chili, ils ont quand même un accent. Ouais, ça dépasse, c'est vrai. Mais je comprenais plus en Australie qu'au Japon. C'est aucun doute. Mon espagnol n'était pas génial. En allant au Chili, il était quand même pas pire, mais l'accent chilien est plutôt fort, fait que c'était pas facile, mais je trouve vraiment que l'entourage côté travail aide beaucoup. Tu sais, même dans la vie ici au Canada, quand que tu dépasses l'université puis tout ça, c'est plus dur de se faire des amis, puis souvent tu vas rencontrer des gens au travail. Fait que c'est un peu similaire, je trouve, rendu dans ces pays-là. Puis sinon, ça va paraître peut-être étrange à des gens, mais là, que je juge-moi pas avant que j'ai fini ma phrase, il y a des applications comme de rencontres comme Bumble qui ont un aspect BFF dessus. Donc, c'est Bumble, mais un aspect pour faire des amis. Je ne sais pas c'est quoi la situation si on est un homme, mais pour les femmes, il y a cette option-là. Puis, dans le fond, c'est que tu peux rencontrer d'autres filles qui veulent juste être des amies. C'est vraiment pas une application de rencontre. Puis, aller comme sortir, prendre un café, puis se promener, faire des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose c'est à même l'application Bumble? Tu peux choisir le setting? C'est ça. Fait que tu peux choisir comme dating ou genre BFF ou même business, mais j'ai jamais utilisé ça. Je trouve ça un peu bizarre. OK. Mais oui, t'as les options. Fait que j'ai rencontré plein de gens comme dans d'autres pays avec ça, puis je trouve que il y en a d'autres applications un peu de ce genre-là comme For Locals, puis que tu peux aller faire comme des petits événements avec d'autres gens, ou tu sais même les free walking tours, tu peux rencontrer des gens, puis comme tu sais, faut juste que tu sois willing de faire comme hey, tu veux aller prendre un café après. C'est ça qui peut être dur. Ouais, ben tu sais, souvent quand on a l'habitude de voyager là, dans les auberges jeunesse pis tout ça, c'est quelque chose que tu sais on prend un peu sur soi là parce que on sait qu'on n'a pas le choix si on veut se faire des amis de comme piler sur notre gêne puis de justement être cette personne-là qui est comme hey, alors on va être mon ami. Ouais. Puis je trouve aussi que c'est une vraiment belle occasion de devenir super indépendant, de faire des trucs comme ça à l'étranger, comme moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé à devenir plus à l'aise à être toute seule. C'est vraiment le fun de se faire des amis, là, mais je trouve ça important d'être capable d'aller souper toute seule à une table, à un restaurant, puis de pas trouver ça bizarre. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle opportunité. Ouais, non, je suis d'accord 100% avec toi. Puis dis-moi, là, tu as vécu 6 mois au Chili. C'est quoi pour toi les plus grosses différences entre vivre au Chili puis vivre au Canada? Est-ce qu'il a fallu que tu t'adaptes ou que tu t'ajustes à certaines situations de la vie? C'est sûr que oui. Ben, tu sais, la langue, c'est toujours le numéro 1, là. C'est toujours le numéro 1. Sur l'île de Chiloé, c'est 1000 fois pire. C'est comme apprendre le français à quelqu'un à Paris puis l'envoyer comme dans le Saguenay, là. Les accents sont vraiment différents de ce que je connaissais. Donc ça, c'était vraiment l'adaptation intense. Mais sinon, je pense que le rythme de la vie est super différent du Canada. Okay. Au Canada, si tu me dis je commence à travailler à 9h le matin, je vais être là à 9h le matin. Ouais. Au Chili, tes collègues vont arriver à 9h30. C'est normal. Personne n'est surpris, personne trouve ça bizarre, mais là, toi, t'es là depuis 9h le matin, puis t'es comme, c'est long. Donc, je pense que on appelait ça Chilean time quand on habitait là, puis je pense que tout le monde roule sur le temps chiléen au Chili. C'est quelque chose. Je me suis rappelé que je pouvais pas être frustrée quand les gens étaient en retard parce que c'était normal pour eux, mais moi j'étais comme donc toi, tu travaillais pas par chiffre ou ouais. OK, donc j'arrivais à l'heure, puis
après, il fallait que je reste une demi-heure plus tard à la fin aussi parce que l'autre personne n'était pas là pour me remplacer. Ah! Ouais, là, dans ce cas-là. Ouais. Éventuellement, j'arrive en retard, moi aussi, là. Genre... Mais là, ouais, ta façon de t'adapter, j'imagine. J'avais pas le choix. Ouais, c'était un gros truc. Puis sinon, je sais pas, tu sais, c'est la vie normale quand même aussi. Tu sais, tu prends le métro, tu fais le métro boulot dodo, puis c'est juste que tu te donnes plus l'occasion de faire des choses le week-end puis en soirée. Tu sais, quand t'habites à une place depuis longtemps, comme moi ici où j'habite, je vais pas explorer la ville un jeudi soir juste parce que ça me tente, là. Je suis trop habituée d'être ici. Tandis qu'au Chili, tu sais, j'allais découvrir des nouveaux restaurants, des barrios, c'est comme les quartiers. Là. Fait que j'allais découvrir ces quartiers-là où tu te planes des vacances de fin de semaine. Tu sais, tu fais beaucoup plus de choses. Puis c'est vraiment plus intéressant là, de découvrir tout ça. Oui, c'est stimulant aussi. Puis là, tu parlais là, de ta routine métro, boulot, dodo. Fait que c'est quoi les genres d'emplois là, que tu as eu? Tu avais mentionné un petit peu l'hôtellerie, mais peux-tu nous en dire plus sur le genre d'emploi que tu as eu pendant que tu étais au Chili? Oui, c'était vraiment en hôtellerie. Dans le fond, à Chiloé, sur l'île. C'était dans une petite hôtel. Dans le fond, si quelqu'un décide de googler Chiloé, ce qui va ressortir, c'est beaucoup des maisons sur pilotis, toutes faites en bois. Ça a l'air pas super solide quand tu regardes ça de loin, mais c'est super beau à regarder. C'est vraiment une tradition. Il y a une grosse tradition comme de natives sur l'île de Chiloé. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de légendes, il y a des trucs comme ça. Puis, ils ont continué à faire leur building en bois, même si, tu sais, on est rendu plus loin techniquement, là, mais ils utilisent encore ces traditions-là. Donc, je travaillais dans un petit hôtel tout fait en bois. Fait que c'était vraiment se réveiller le matin, descendre les marches. Il n'y a pas de métro sur Chiloé, on s'entend. Puis, juste descendre les marches, puis j'étais rendue dans l'hôtel. Puis, je pouvais travailler, dans le fond, au bureau à l'entrée. Ça aide que même si tu parles pas super bien espagnol, si tu travailles dans un hôtel, il va y avoir beaucoup de touristes. D'habitude, les touristes, on peut s'entendre. Donc, c'était beaucoup de ça. Il y avait aussi un restaurant sur le premier étage de l'hôtel. Les deux chefs étaient super gentils. Ils m'ont nourri comme jamais, là. Genre, je peux pas imaginer ça. Donc, une journée normale, c'était vraiment d'aller travailler, de jaser avec les chefs, de se faire nourrir, puis de juste de partir à peut-être 2 heures. Ils me laissaient partir plus tôt pour justement que j'ai exploré. Fait que mon shift était plus fait pour que j'aie cette occasion-là d'aller me promener. Puis à Santiago, au Chili, c'était un peu similaire. Que j'habitais encore dans l'hôtel, donc ça faisait la même chose. Mais celle-là, il y avait plus de roulement parce que t'es à Santiago. Là. Il y a beaucoup plus de gens à Santiago. Donc c'est un peu le même principe. Là. Tu fais les trucs normaux que tu ferais un bureau d'hôtel, j'imagine au Canada aussi. T'as les gens qui viennent, tu leur fais des suggestions sur où aller, aussi sur des petites tournées à faire, comme il y a plusieurs tours guidés que tu peux faire quand t'es à Santiago. Donc, on donnait des suggestions là-dessus. Puis ça, c'est un de mes pro tips si on va travailler au Chili, c'est que si tu travailles dans un hôtel, souvent, tu peux avoir des tours guidés gratuits parce que les compagnies veulent que tu les suggères aux gens. Donc, ils disent « Ah, si on te la donne gratuitement, tu vas avoir aimé ça. » Puis là, tu vas te mettre à suggérer ça aux gens. Donc, moi, j'ai plusieurs petites tournées gratuites, là, puis ça vaut vraiment la peine. J'ai des bouteilles de vin gratuites de des vignobles aussi, puis tout ça, là. Ça vaut la peine. Très bien. Et si on parle de la langue, par exemple, parce que là, c'est sûr qu'il y a une petite barrière linguistique, les gens qui parlent pas espagnol, est-ce que ce serait difficile pour eux de se trouver un emploi? Est-ce que c'est possible, dans le fond, de travailler au Chili si on parle pas la langue? Puis sinon, est-ce que tu as des trucs pour pouvoir développer ces aptitudes dans une autre langue? Ouais, ben comme moi, ayant travaillé dans un hôtel payant une base, ça n'a pas été mon expérience, mais selon moi, si on y allait en tant que quelqu'un qui pouvait se trouver un emploi en enseignement, c'est sûr qu'il y a plus d'options en anglais, mais il y en a plein en français aussi, d'être enseignant de français. C'est moins nécessaire de parler espagnol parce que tu es là pour partager ton expérience d'anglais ou de français. Donc ça, c'est un emploi que selon moi, tu peux trouver facilement. Je sais qu'il y a des camps de vacances, il y a des stations de ski, puis tout ça, où est-ce que c'est moins nécessaire de parler espagnol si la clientèle est justement des touristes. Oui. Je recommanderais quand même à n'importe qui veut aller faire un programme comme ça, de prendre quelques cours d'espagnol.
pour la vie de tous les jours, c'est ça? Ouais! Comme, moi, je trouve ça très important. Comme, je vais pas mentir, ma grand-mère, là, horrible en espagnol. C'était pas beau, là. C'est vraiment pas beau. Mais est-ce que je peux avoir une conversation avec mon chauffeur de taxi? Absolument. Puis, je pense que c'est ça qui est important. C'est que tu puisses avoir ces petites conversations-là, ces petits échanges-là avec quand tu vas dans le marché puis que tu essaies d'acheter des fruits un petit peu moins chers que ce que la personne te dit devant toi. Tu sais, tu vas être capable de dire des blagues avec eux puis de comprendre un peu, d'avoir cet échange-là humain. Puis, tu sais, c'est sûr que Duolingo, ces affaires-là, ça marche quand t'es à la maison. Mais je pense qu'une fois rendu au Chili, de se booker une semaine ou 2 semaines intensifs de cours d'espagnol, c'est une super bonne idée. Puis t'es déjà sur le plancher, fait que t'es en immersion, tu vas t'en rappeler. Comme moi, j'en ai fait des cours d'espagnol quand j'étais au secondaire, mais je pratiquais pas, j'ai tout oublié ça. Puis en plus, ces cours-là, c'est une super occasion de se faire des amis aussi. C'est quelque chose qu'on recherche. Puis là, ben, t'as quelqu'un avec qui pratiquer, c'est cool. Mais moi, je suis toujours pour apprendre un petit peu la langue de où est-ce que tu vas. C'est juste pour être poli. Ben oui, c'est ça. Puis c'est des échanges. Puis je pense que les gens, ils sentent aussi quand on veut faire un effort en leur parlant dans leur langue, puis ils vont plus vouloir nous aider si on a besoin d'aide ou quoi que ce soit, ou comme tu dis dans les marchés, quand on négocie puis qu'on est capable de lancer là, ici et là des petits mots en espagnol, je pense que les gens trouvent ça charmant puis ils sont plus enclins à vouloir nous donner un petit rabais. Ouais. Je trouve que c'est plus le fun. Puis comme on parle d'argent, est-ce que tu avais de l'épargne, toi, de côté avant de partir au Chili? Et, tu sais, combien tu penses qu'une personne devrait prévoir si elle veut partir faire un permis de vacances-travail au Chili? C'est sûr que ça dépend de ce qu'on pense faire rendu au Chili. Moi, j'avais quand même assez d'épargne. J'avais travaillé au Japon avant, puis j'avais travaillé à d'autres endroits. Fait que tous mes longs voyages avaient été des permis vacances-travail. Fait que c'est sûr que tu dépenses moins quand tu travailles en même temps dans ton voyage. Tu sais, c'est pas juste comme aller en voyage pour le fun. Tu reviens puis tu devrais pas être à zéro. Donc, ça aide quand même. Honnêtement, ça fait quelques années, je pourrais pas te dire combien d'épargne que j'avais. Je sais que pour avoir les visas, dans beaucoup de cas, il faut que tu aies un certain montant d'argent en banque. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu aies ça au moins. Mais sinon, je calculerais un peu, tu sais, ce qu'on s'attend à un salaire au Chili, ça va être moins que ce que tu as au Canada, c'est certain. Donc, c'est juste de savoir comme, est-ce que tu vas aller manger à des restaurants tous les jours ou tu vas faire l'épicerie? Est-ce que tu veux prendre des Uber tout le temps ou tu vas être capable d'aller prendre le métro? Genre, tu sais, il faut que tu considères un peu ça avant de considérer l'argent qu'il te faut. Puis je pense que c'est surtout ça à quoi il faut penser. Tu sais, moi, j'ai fait des voyages à travers le Chili un peu ou à l'extérieur du Chili. Donc, tu sais, j'ai dépensé probablement plus que ce que je devais si je voulais sauver de l'argent. Mais, tu sais, moi, j'étais là pour vivre ces expériences-là. Tant que je revenais pas à zéro, j'étais correct. Donc, moi, c'était surtout ça le but. Ben, justement, est-ce que tu dirais, dans le fond, que l'argent que tu as gagné pendant ton permis vacances-travail, c'était suffisant pour toi pour couvrir ton coût de la vie au Chili? Je pense que si j'avais pas fait les voyages que j'avais fait, absolument. Mais parce que j'ai fait des voyages, j'ai peut-être été, au lieu d'être even, tu sais, au lieu d'être au même niveau que quand je rentrais, j'ai peut-être descendu un petit peu, mais c'est un choix que j'ai fait. Tu sais, je suis embarquée sur des avions, je suis allée faire des trucs, puis tout ça. Donc, c'est ma faute. C'est pas la faute de la job, c'est absolument ma faute. Et puis, je recule un petit peu là parce que tu as parlé pour le visa, des fois, il faut monter une preuve de fonds nécessaire. Fait que je vais juste ajouter là, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions comme pour savoir c'est quoi le montant exact qu'il faut pour montrer comme preuve de fonds nécessaire, vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo. On va vraiment prendre le temps de vous répondre, mais je vous invite aussi à consulter le site web de Expérience Internationale Canada qui a vraiment les informations pour chaque pays, comme justement le montant qui est nécessaire pour la preuve de fonds. Alors, on est à la partie préférée de beaucoup de gens. Je sais que tu es une grande voyageuse, là, à entendre parler, que tu as fait beaucoup de voyages à long terme, donc tu sembles avoir beaucoup d'étentes dans ton passeport. Dis-moi, c'est quoi tes coups de cœur au Chili? C'est mon coup de cœur 100%. Je pense que c'est ma place préférée que je suis allée à vie, là, à ce moment. Ça s'appelle San Pedro de Atacama. Dans le fond, on s'en va au nord du Chili. Le Chili, c'est un pays vraiment, vraiment long. Fait que moi, Chihuahua, où je travaillais, on est au bout du sud, puis là, on s'en va pas mal plus vers le nord. Mais quand t'es rendu au Chili, quand tu t'en vas au nord, il fait plus chaud. Donc, j'étais dans un désert. San Pedro de Atacama, c'est un désert complet.
Puis moi, je pense que la première fois que j'allais dans un désert, fait que tu sais, quand tu vas à quelque part, puis c'est de la terre rouge partout, puis tu sais, c'est vraiment complètement différent de pas mal n'importe où au Canada. Fait que c'est le genre de choc que je recherche, moi. Si je me trompe pas, Atacama, c'est un des endroits les plus secs sur la planète. Je pense qu'il pleut comme une fois par année. Fait que c'est quand même très, très sec. Puis un des trucs cool du Chili, c'est que ça y va vraiment en élévation. Fait que, tu sais, j'étais au désert normal, puis j'ai fait un voyage une fois tôt le matin, puis on est allé tellement haut en élévation qu'il y avait de la neige dans le désert. Puis c'est comme il y avait des geysers aussi, puis c'est les geysers les plus hauts en élévation sur la planète aussi. Là, il y a tellement de trucs à découvrir sur cette petite ville-là qui est Atacama. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a certaines des meilleures comme côté voir les étoiles, parce que t'es dans le désert, il y a aucune pollution de lumière ou presque aucune. Il y a des endroits qui ont des noms qui rappellent la Lune ou d'autres pays, parce que quand ils prenaient des photos en noir et blanc, dans le temps, ça avait l'air d'une autre planète. Puis maintenant, c'est tout rouge, fait que ça a plus l'air de Mars, mais dans le temps, ça avait vraiment l'air d'une autre planète. Ça, c'est mon coup de cœur, 100%. J'y retournerais n'importe quand. J'ai vraiment adoré ça. Sinon, je suis curieuse avant que tu dises son autre coup de cœur, parce que là, t'as parlé que tu travaillais à Chiloé, qui était près de l'Antarctique, dans le fond. Puis là, t'es allé au nord. Donc, c'est à peu près c'est quoi la distance? C'est combien de temps? T'es en avion, j'imagine? Ouais, j'étais dans l'avion. Je l'ai fait quand je travaillais à Santiago. Fait que j'étais pas mal moins loin. Je pense que c'était peut-être un vol de 2 heures, mais tu sais, ma mémoire pourrait faire défaut, là. Comme, tu sais, je pourrais mentir. C'est très possible, mais c'était un vol d'avion, puis c'était pas très, très long. Mais je suis partie de Santiago. Chiloé, c'est vraiment un petit endroit, là. Je pense que l'aéroport est la grosseur d'un McDonald's, là. Donc, on va pas s'attendre à ce que ça aille très, très loin. Puis Chiloé à Santiago, c'est à peu près combien de temps? Honnêtement, là, j'ai un gros blanc. J'aurais tendance à dire comme 3 heures. Mais encore, ça fait quelques années, là. Mais non, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas super loin. Mais c'est une bonne distance, c'est ça? Ouais. Ah, mais tu sais, quand t'as fait des vols de genre 20 heures, quand quelqu'un te dit un vol de 3 heures, t'es comme, haha, oui! C'est vrai, hein, c'est comme du petit change. Et puis, bon, justement, t'allais parler de d'autres coups de cœur au Chili. Fais-nous rêver. Ouais, j'en ai tellement, là, c'est un petit peu un problème. Mais si on est basé à Santiago, il y a plus des endroits qui sont un peu plus proches. Fait qu'un endroit que j'ai beaucoup aimé aussi, ça s'appelle Embalse del Yeso. C'est à Cajon del Maipo, si je me trompe pas. Prononciation, là, ne me jugeons pas là-dessus. Mais c'est un réservoir. Puis dans le fond, moi, quand je suis allée, c'était l'hiver au Chili. Fait que c'est comme à l'inverse là, du Canada. Il faisait pas aussi froid qu'au Canada, mais il faisait quand même froid. Ils sont moins forts sur le chauffage qu'au Canada, fait comme, tu sais, amener un jacket. Puis, dans le fond, c'est ça, Cajon del Maipo, c'est assez haut en élévation aussi. Même si c'était juste à quelques heures de Santiago, il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Puis à Santiago, il y avait pas de neige. Mais le réservoir est bleu, là. C'est un bleu tellement, tellement, tellement beau. Tu sais, un peu qui rappelle le lac Louise puis toutes ces choses-là qu'on reconnaît mieux. Puis c'est entouré de neige, puis c'est vraiment, vraiment beau. Puis si tu le fais avec un tour guidé, souvent, ils vont t'amener à manger, puis tu peux avoir à manger comme sur une petite table à pique-nique devant tout ça. C'est super, super joli. Puis pas super loin de là, sur le chemin, si je ne me trompe pas, il y a un vignoble. C'est celle que je suis allée, fait que c'est celle que je me rappelle. Je leur donne de la publicité gratuite. Ça s'appelle Concha y Toro. Puis ça aussi, c'est sur des super beaux terrains, comme c'est vraiment arrivé. Puis il y a vraiment une histoire riche. Comme dans le passé, il y a des légendes que c'était la cave à vin du diable. Fait que personne voulait voler le vin là-bas parce que justement, il y avait peur du diable. Fait qu'il y a plein, plein d'histoires sur ça. C'est vraiment intéressant. Écoute, moi, je suis prête à acheter mon billet pour le Chili. J'en ai des suggestions. Puis si on y va coup de cœur plus comme, tu sais, dans la ville de Santiago, parce que quand t'habites à quelque part, tu vas pas tout le temps, tu peux pas prendre congé à chaque jour. Tu sais, il faut quand même que tu travailles. Oui, c'est ça. Mais un truc que j'ai adoré à Santiago, c'est le nombre de musées. Il y a beaucoup, beaucoup de musées. La plupart sont gratuits. Puis c'est quelque chose que nous, on n'est pas habitués à vivre au Canada. Mais c'est vraiment cool d'aller visiter des musées, tu sais, comme de juste rentrer puis d'y aller. Tu sais, même si tu sais pas trop c'est quoi, quand ça coûte rien, c'est pas très, très stressant, tu sais, tu fais juste y aller. Le musée des Beaux-Arts de Santiago est super, super, super beau. En face, il y a un petit café qui ressemble à un château qui est vraiment, vraiment bon aussi, tu sais, il y a tout ça. Fait que c'est un des coups de cœur de la ville de Santiago. Il y a aussi une place qui s'appelle Cerro Santa Lucia, je pense.
Puis ça aussi, c'est comme des petits brancards, puis tu vois au-dessus de la ville, il y a des couchers de soleil comme à couper le souffle. Là. Ça a vraiment pas de bon sens. C'est super joli. Puis est-ce que Santiago, en soi, ce serait un de tes coups de cœur aussi pour le Chili? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est tellement fou à quel point les quartiers sont tous différents dans Santiago que c'est sûr qu'il y a certains quartiers que je suis comme, ah, moins. Mais qu'il y a d'autres quartiers que j'étais en amour avec, là, que j'y allais tout le temps, tu sais, d'aller prendre des marches à la fin de la journée puis juste voir ce que tu vas trouver. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, si je t'en donne un dernier, ouais, je peux y aller avec un dernier. Si juste pour comme un weekend trip, là, tu sais, comme t'as ton 2 jours de vacances, j'aime beaucoup Valparaiso, communément appelé Valpo par beaucoup de gens, comme si c'est communément appelé. C'est pas très loin. Moi, je suis allée en bus, là, je pense que ça allait dû prendre 1 heure ou 2. C'était pas super, super loin. Puis c'est vraiment une ville qui est toute faite en hauteur sur une montagne, donc on monte des marches beaucoup là, tout le temps qu'on est là-bas. Faut s'être prêt mentalement parce que c'est un workout, mais c'est rempli de street art. Il y a de l'art partout sur tous les murs. C'est le genre d'endroit où tu vas te perdre, c'est sur le bord de l'eau. Fait que t'as aussi toutes ces vues-là sur comme l'océan pis tout ça. C'est un vraiment, vraiment beau coin. Moi, je me suis juste perdue pendant un week-end à regarder de l'art sur des murs. Fait que je sais pas trop ce qu'il y a d'autre à faire là-bas, mais c'était vraiment le fun. Et puis, est-ce que tu as eu la chance de visiter d'autres pays pendant que tu étais au Chili? Oui. Quand je dis que c'est ma faute que j'ai pas revenu avec plus d'argent que quand je suis passée, c'est à cause que je me promenais tout le temps. Ce que j'ai fait, dans le fond, quand je suis partie de Chiloé, au lieu d'aller directement à Santiago, je me suis fait comme une petite vacances entre les deux. Puis je suis allée à Buenos Aires, en Argentine. J'avais pas beaucoup de temps, là. J'aurais pu faire plus de l'Argentine. Il y a beaucoup de belles destinations là-bas, mais ça sera pour un autre. Ouais, ouais, ça sera pour une autre fois. Là-bas aussi, le chocolat, puis le vin, puis tout ça, mais une autre fois. Dans le fond, j'ai fait Buenos Aires. Ça aussi, ça a des super beaux quartiers. Il y a comme un quartier plus vieux qui est plein de marchés. C'est vraiment, vraiment cool. Mais le gros truc que moi, j'ai fait là-bas, c'est que tu peux prendre un bateau de Buenos Aires à l'Uruguay. Fait que tu peux passer de Argentine à Uruguay en bateau. Puis ça aussi, c'était pas très long, là. Je me rappelle pas comment longtemps, mais c'était vraiment pas long. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose de commun pour nous, là, de juste prendre un bateau puis de te ramasser dans un autre pays. Comme ça marchait pas dans ma tête, là. Ouais, tu sais, moi, je peux conduire 7 heures puis je suis encore au Québec, là. C'est dépendant où je vais, donc c'est bizarre, mais l'Uruguay, je trouve que c'est un pays que personne parle de vraiment, puis je trouve ça comme vraiment triste, c'était vraiment cool comme pays. Dans le fond de Buenos Aires, je suis allée à Colonia del Sacramento. Si je ne me trompe pas, c'est un site de l'UNESCO, là, héritage. Fait que tu sais, c'est vraiment une vieille ville, c'est encore de la pierre par terre, puis c'est un petit peu plus touristique, mais c'est super, super joli. Puis de là, t'es sur la côte c'est comme une genre de méga grosse rivière, si je ne me trompe pas, là, mais... puis de là, c'est vraiment de façon facile de faire un road trip sur la côte de Uruguay. Fait que dans le fond, moi, de Colonia de Sacramento, je suis allée à Montevideo, qui est la capitale de l'Uruguay, puis ça aussi, comme t'as des plages, c'est un peu plus en ville, mais je trouve ça intéressant de visiter des capitales puis de voir comment ça fonctionne là-bas. Mais de Montevideo, je suis allée à Punta del Este, puis ça, c'était vraiment cool. Dans le fond, c'était la off-season, il y avait pas trop de monde, mais c'est considéré un des endroits jet-set comme en Amérique du Sud. Fait que, tu sais, les riches et célèbres, quand ça se fait des vacances, tu sais, nous, il y en a 20 qui vont aller comme au Mexique, là, ben eux, ça va être à Punta del Este. Fait que c'est vraiment une place intéressante à aller visiter. Puis il y en a d'autres, là, des villes de plage comme partout sur la côte de l'Uruguay. Je leur recommande l'Uruguay, ça a pas de sens. C'est vraiment le fun. Alors, t'es la jet-setter du Chili. Dis-nous, as-tu des astuces qui t'ont permis de voyager pas cher pendant que t'étais là-bas? C'est sûr que moi, je suis très magasineuse sur mon ordinateur. Je trouve que c'est bon de comparer un peu. Puis souvent, on pense qu'en avion, ça va être plus cher. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de regarder côté, est-ce que le bus est moins cher? Est-ce que l'avion est moins cher? Souvent, c'est en temps aussi, là. Ça existe des autobus de nuit, mais tu sais, est-ce que de passer 12 heures dans un autobus vaut le 20 $ de plus que l'avion va te coûter? Tu sais, comme je pense que c'est des choses importantes à considérer. Mais sinon, je trouvais que des trucs comme les free walking tours qui sont pas gratuites, c'est aussi une super bonne façon de pas dépenser trop d'argent.
parce que souvent, ça va coûter beaucoup moins cher que d'autres tournées de la ville ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est toi qui décides combien tu payes. Puis après ça, tu sais où sont les choses que tu veux visiter. Puis tu peux juger un peu plus. Puis ces gens-là qui donnent ces tournées-là sont super gentils d'habitude, de un. Puis de deux, ils vont avoir des super bonnes suggestions. Fait que moi, je trouvais que c'était vraiment une bonne façon de faire les choses puis de découvrir des nouveaux endroits. C'est sûr que le transport en commun, quand c'est disponible, je pense que ça vaut la peine. T'sais, il y en a des taxis, il y en a des Uber, mais le métro à Santiago, moi, quand j'y suis allée, ça allait super bien. Puis j'ai jamais eu de problème, puis c'était super rapide. Je trouve que c'est des bonnes idées. Puis comme j'ai dit plus tôt, travailler dans un hôtel, ça te donne des tournées gratuites. Je dis ça, je dis rien, là, mais... Un bon truc à garder. Et puis, quand tu faisais tes petites escapades de plusieurs jours, est-ce que tu restais en auberge de jeunesse? Je pense je pense que tout sauf un, je suis restée dans les auberges de jeunesse. C'est sûr que j'ai regardé aussi, tu sais, des fois, il y avait des endroits qui étaient moins chers puis que c'était une chambre complète. Là. Ça arrive des fois, ça vaut la peine de regarder vite fait. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec les auberges de jeunesse. Souvent, s'il y a une chambre privée dans une auberge de jeunesse, ça peut être tout aussi peu cher que comme un lit dans une autre. Fait que, tu sais, ça te dérange pas de partager une salle de bain, là, c'est pas la fin du monde. Ça vaut la peine. Tant qu'on investit dans des bouchons de nuit ou deux, fait que... C'est ça! Puis, au pire, t'investis dans des bouchons d'oreilles, puis comme c'est pas grave, tout va bien. C'est une belle façon de rencontrer des gens aussi. C'est vraiment... Puis dirais-tu qu'il y a des sites spécialisés, par exemple, pour le Chili, qui te permettaient d'avoir des deals ou tu utilisais les mêmes que quand tu voyages partout ailleurs? Ouais, je pense que j'utilisais beaucoup quand même Booking.com, mais je trouve que d'aller sur le site web direct de l'hôtel, tu sais, tu peux l'avoir trouvé sur Booking.com, puis après ça, d'aller regarder sur le site de l'hôtel, des fois, ils ont des prix différents. Je suis pas mal certaine que j'avais trouvé d'autres sites spécifiques au Chili, mais juste comme ça, je pourrais pas te le rappeler. Mais tu sais, ça existe partout, là. Donc, ça vaut la peine de faire un petit Google puis d'aller regarder ça. Même si c'est pour avoir un VPN sur son ordinateur qui te met au Chili avant que tu y ailles juste pour voir ce qui est disponible, ça peut être une bonne idée. Comme ça, ton ordinateur pense que t'es là-bas. Puis si t'es sur Chrome ou quelque chose, souvent ça va faire de la traduction automatiquement, ce qui est aussi vraiment cool. C'est pas toujours parfait, là, mais on peut lire entre les lignes, là, on peut se comprendre. Fait que je pense que ça valait vraiment la peine pour ça. Ouais. Ah, c'est tous des vraiment bons trucs qui valent la peine d'être appris si on veut voyager sur un budget au Chili. Et pour terminer, tu nous en as tellement parlé, ce serait quoi ton conseil ultime? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui souhaite aller voyager et travailler avec le permis de vacances-travail au Chili? Moi, je pense que la chose la plus importante à faire dans ces cas-là, tu sais, comme oui, il faut regarder ses finances, il faut regarder son taf, puis tout ça, mais c'est juste y aller. Moi, je trouve tellement que c'est une super bonne expérience, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées là, où est-ce que comme c'est moins le fun, là, comme dans tout, comme dans la vie. Mais je trouve que au final, quand je suis retournée chez moi, je suis tellement heureuse d'avoir vécu cette expérience-là. Puis je trouve tellement que ça m'a apporté beaucoup, tu sais, autant que ce soit apprendre l'espagnol ou rencontrer des gens, découvrir des endroits que j'ai aimés, manger de la bouffe que j'ai vraiment adoré, genre. Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des grandes choses, mais juste de y aller, juste de se donner la permission d'y aller. Je trouve que c'est vraiment important, puis que c'est la chose la plus dure à faire, là. T'sais, une fois que tu l'as fait, une fois que t'as signé n'importe quel papier qu'il faut que tu signes, que t'as tout mis dans ta valise puis tu y vas, t'sais, je trouve vraiment que c'est ça le plus dur. Puis une fois que t'es rendu là, ça va marcher. C'est tellement une expérience enrichissante. Puis tu parles que t'as fait d'autres expériences vacances-travail ailleurs, puis même là, tu sais, t'as cette petite mini-anxiété-là avant de partir, sauf que dès qu'on arrive à la surmonter, c'est tellement gratifiant, c'est tellement une belle expérience que, tu sais, on essaye de passer par-dessus, puis comme tu dis, just do it, faisons-le, puis partons à l'aventure, explorer. C'est ça. Écoute, il y a des gens qui ont posé des questions là déjà pendant qu'on se parlait, nous. Fait que je vais prendre quelques questions du public. Et si jamais vous avez des questions, d'autres questions, écrivez-les en commentaire et on va prendre la peine d'y répondre à toutes les questions. Alors, ici, je vois, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que c'est facile de voyager seule comme fille au Chili ou en Patagonie? J'ai pas vraiment fait la Patagonie. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent Chiloé comme la Patagonie, mais je veux pas me faire taper sur les doigts, je suis pas certaine à 100%, fait que on va juste dire le Chili, OK? Personnellement, j'ai pas trouvé ça plus difficile qu'ailleurs.
C'est sûr que je pense qu'il faut être conscient que, tu sais, on s'en va dans un environnement où c'est quand même l'Amérique latine. C'est sûr qu'il va y avoir des gars qui vont siffler quand tu vas marcher à côté. Mais moi, ça m'est jamais arrivé de me sentir pas en sécurité. Donc, faut juste faire attention. Comme ici, tu sais, même moi, j'habite pas loin d'Ottawa. Il y a des rues à Ottawa que je vais pas marcher toute seule le soir. Puis c'est la même chose là-bas. Tu sais, tant que t'es consciente de ça, puis tu prends des bonnes décisions, j'ai pas trouvé ça inquiétant du tout. Fait que le même gros bon sens qu'on applique à la maison. Ouais. C'est un petit peu plus parce que tu sais pas t'es où, mais tu sais, c'est tout. Bon. Quelqu'un d'autre qui demande dans quelle ville recommanderais-tu de commencer ton PVT? Vraiment Santiago. Ouais. Ouais, je pense vraiment, mais surtout pour commencer, c'est vraiment comme le hub, tu sais, c'est genre la centrale, c'est où est-ce qu'il y a tout. Puis même si tu veux un vol pour aller ailleurs après, il risque d'être moins cher en partant de Santiago. Fait que, tu sais, même économiquement, c'est un bon spot à aller. Puis les vols du Canada vont plus aller à Santiago anyways. Fait que je pense que c'est un bon spot, puis c'est un bon endroit pour comme commencer tout ça. Tu sais, tu veux pas trop te sentir dépareillé comme moi quand je suis atterrie dans une île où est-ce qu'il y avait personne. Parce que toi, t'es allé directement à Chilo. Ben, je pense que j'ai passé une journée à Santiago, mais j'ai pas, je l'ai pas vécu là, avant de me rendre à Chiloé. Fait que oui, moi je me suis fait lancer sur une île. Donc, pour avoir un moins gros choc, tu recommandes de commencer à Santiago, de se faire ces repères-là. Merci, Geneviève, d'avoir partagé ton expérience. Vraiment, ça donne envie de visiter le Chili et ça donne envie d'y travailler aussi, de l'explorer en long. On dira pas en large parce que c'est surtout en long. Et voilà, fait que si toi aussi tu souhaites de voyager et travailler au Chili ou dans un des 30 pays qui offrent le permis vacances-travail aux Canadiens de 18-35 ans, on va te mettre le lien en commentaire pour Expérience internationale Canada et tu vas pouvoir avoir toutes les informations, si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et c'est des questions qui sont vraiment plus spécifiques, soit pour le Chili ou pour l'expérience de permis vacances-travail en général. N'hésite pas, laissez un commentaire, on va prendre le temps de te répondre. Alors, sur ce, merci de vous être joints à nous. Merci encore, Geneviève, et bonne planification de voyage pour, on l'espère, un permis de vacances-travail au Chili. Merci.